Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à l'algorithme de descente de gradient pour la résolution de systèmes d'équations linéaires. En fait, quel est l'objectif? Nous avons ici une matrice A carré de taille n, a priori symétrique définie positive, une matrice B, matrice colonne, un vecteur colonne dont les composants sont dans R, ici aussi un vecteur colonne. J est une fonction de Rn à valeur dans R. Nous cherchons à démontrer que la résolution de l'équation AX égale à B revient à minimiser la fonction J que voici. En gros, c'est ça l'objectif en fait. Voilà. Nous allons montrer que résoudre l'équation AX égale à B peut se ramener à un problème d'optimisation où il s'agit d'optimiser la fonction que vous voici. Vous savez, nous avons déjà eu à résoudre ce système AX égale à B par plusieurs méthodes. Voilà, nous avons vu que nous pouvons la résoudre avec des méthodes directes ou des méthodes itératives. Méthodes directes comme la méthode du pivot de Gauss en faisant par exemple une factorisation LU. Nous avons vu d'ailleurs que nous pouvons utiliser les méthodes itératives comme celle de Jacobi ou bien de Gauss-Seidel. Ici, principalement, ce que nous allons faire, c'est montrer que en fait, ce système AX égale à B peut se ramener tout simplement à un problème d'optimisation différentiable. Voilà, où il s'agit en fait d'optimiser une fonction à plusieurs variables. C'est ça l'objectif. Voilà, donc il va falloir que je mette quelques trucs au point. Comme par exemple, dans cette fonction, on définit un produit scalaire, comme vous le voyez. Comment est-ce que ce produit scalaire est défini? Voilà. Donc, ce produit scalaire, simple, quand tu prends un vecteur x, un vecteur y, nous savons que le produit scalaire de x par y, on le définit comment? X scalaire y. C'est la somme des, voilà, x, y, on fait x1, y1, plus x2, y2, plus x3, y3 jusqu'à xn, yn, n'est-ce pas? Donc, c'est la somme, en fait, des xi, yi, I peut être transposé de X soit Y. C'est-à-dire, la transposée de X ici, c'est quoi? C'est lorsqu'on écrit X en ligne, comme ceci. Vous voyez l'affaire? Voilà. Et qu'on multiplie par Y, qui est Y1, Y2 jusqu'à Yn. Voilà. Le produit de la transposée de X par Y sera égal à quoi? On va faire X1, Y1 plus X2, Y2 jusqu'à... On sait que le produit matriciel se fait ligne par colonne. Vous voyez que ça va tomber sur la quantité précédente. C'est-à-dire que quand tu fais transposer de x fois y, tu tombes sur la définition du produit scalaire. Remarquez que c'est la même chose quand vous faites transposer de y, c'est-à-dire que vous écrivez y en ligne et vous gardez x en colonne. Voyez-vous, quand vous faites transposer de y fois y, ça va donner aussi le même résultat. Voilà. Donc ça va aussi donner le produit scalaire de x et de y. Voyez-vous. Donc notez que la transposée de x, y, c'est x scalaire y. Tout simplement. La transposée de y, c'est le produit scalaire x, y. D'ailleurs même, si vous faites x fois la transposée de y, ça va encore donner le produit scalaire de x et de y. Ou bien que vous faites y fois la transposée de x, ça donne toujours le produit scalaire de x et y. Peu importe comment on l'écrit. Il est important que vous connaissiez toutes ces expressions parce que nous allons les utiliser dans l'exercice qui va suivre. Maintenant, comme nous sommes face à un problème d'optimisation, il est tout à fait naturel que nous sachions quelle est la condition pour que la fonction j en question soit optimale. Voilà. Comme je l'ai dit, la fonction j, c'est une fonction à plusieurs variables. C'est une fonction ici définie de Rn, voilà, à valeur dans R. Ça prend n variables en fait, x1, x2 jusqu'à xn. Voyez-vous? Voilà, maintenant, pour optimiser j, il faut quoi? Pour optimiser j, vous savez que nous avons l'habitude de dire qu'au niveau des extrémums, les dérivés sont nuls. Okay? C'est tout à fait naturel. C'est ce qu'on faisait en terminale ou bien en première, par exemple. On posait f' de x égale à 0. C'est la même chose ici. Sauf que j est une fonction à plusieurs variables. Donc, j est optimale en x veut dire que la dérivée de j par rapport à x1 en x est égale à la dérivée de j en x2 en x. Bref, tous les dérivés partiels seront égaux à 0. C'est-à-dire quand tu dérives j par rapport à x1, ça doit donner 0. Dérivée de j par rapport à x2, ça va donner 0. Jusqu'à la dérivée de j par rapport à xn, ça va donner 0. On peut écrire ça comme ceci, tout simplement. C'est-à-dire quand tu fais cet opérateur fois j, ça donne le vecteur nul. C'est pour dire que le vecteur formé par la dérivée de j par rapport à x1 en x jusqu'à la dérivée de j par rapport à xn en x, que ce vecteur, c'est le vecteur 0, 0 jusqu'à 0. Donc, ils sont nuls. En fait, nous savons que cet opérateur qui est ici, c'est ça qu'on appelle l'opérateur nabla. Donc, vous voyez que
la condition d'optimalité revient à dire que nabla, est-ce que vous voyez, nabla fois quoi? Fois j est égal à vecteur nul, tout simplement. Ça, c'est notre condition d'optimalité. La condition pour que voilà, j soit optimal en i, c'est que le nabla fois l'opérateur nabla, lorsqu'on l'applique à j en i, ça donne le vecteur nul. C'est notre condition d'optimalité. Voyez-vous. Maintenant, pour que cette condition d'optimalité soit réalisée, cette condition-là, elle est liée en fait à la notion de dérivée directionnelle. Voilà, parce que la dérivée directionnelle a quelque chose à voir avec l'opérateur nabla. Nous allons le voir. Voilà. Donc, je rappelle la définition de la dérivée directionnelle. La dérivée directionnelle en h de j, la dérivée directionnelle en v dans la direction du vecteur h, et on parle de dérivée dans la direction du vecteur h, voilà, de j au point v, par définition de cette limite. C'est la limite de j de v plus th moins j de v sur t lorsque t tend vers 0. Voilà. En fait, si vous posez g de t égale à ceci, vous posez g de t égale à cette expression, vous verrez que g de 0 serait quoi? G de 0, ça serait j de v, n'est-ce pas? De telle sorte que ce qui est en haut, c'est g de t moins g de 0 sur t. Vous voyez que c'est un taux de variation. Cela correspond à la définition du nombre dérivé. La limite de ceci, c'est le nombre dérivé en 0. Voyez-vous? Donc, la dérivée directionnelle en h. La dérivée directionnelle dans la direction du vecteur h. OK? De j au point v, c'est ça. C'est ça sa définition. Maintenant, quel est le rapport avec l'opérateur nabla? Parce qu'il y a un rapport, bien évidemment. Il y a un rapport avec l'opérateur nabla. En fait, la dérivée directionnelle en h de j, la dérivée directionnelle en is dans la direction du vecteur h, voilà. Si on prend une base, si E1, E2 jusqu'à En désigne une base de Rn, dans ce cas, h peut se décomposer sur les EI. H pourra s'écrire comme H1E1 plus H2E2 jusqu'à quoi? Jusqu'à HN EN. C'est-à-dire, ça sera la somme des quoi? La somme des HIEI. I allant de 1 à n. Donc, on pourra remplacer H par quoi? La somme des HIEI. Voilà. Maintenant, par linéarité, cette dérivée-là, ça sera la somme. Voyez-vous? Bon, je permets la dérivée et la somme, quoi. Ça sera la somme des HI dérivées dans la direction du vecteur UI de J de Is. C'est comme on a fait une permutation. On a permuté somme et la dérivée directionnelle. Ça va la somme de la dérivée. Dérivée de la somme, somme de la dérivée. Bon, donc ça va faire ça là. Voilà, maintenant, celui-là, en fait, on peut démontrer que c'est la dérivée. La dérivée dans la direction du vecteur UI là. La dérivée dans la direction du vecteur UI. C'est encore la dérivée partielle de J par rapport à ici en Is. Pourquoi cela? C'est assez facile à remarquer. C'est assez facile à remarquer parce que quand tu mets dérivée dans la direction EI de J de Is, en fait, c'est égal à quoi? Par définition, c'est la limite lorsque t tend vers 0 de J de Is plus quoi? Plus TEI moins J de quoi? Moins J de Is divisé par quoi? Divisé par T. Maintenant, la chose est que si vous écrivez X de la forme Is1, Is2 jusqu'à Isn, on sait que quelque part, au niveau de Is, il y a la composante Is-I. C'est-à-dire, je veux écrire que au niveau de X, il y a les composantes Is1, Is2. En tout cas, un jour, il y aura Is-I. Et après Is-I, ainsi de suite jusqu'à quoi? Is-N. Maintenant, si vous prenez EI, EI, c'est par définition le vecteur. Par exemple, on sait que E1, ça commence par 1, ça termine avec des 0. 1, 0, 0, 0. E2, c'est 0, 1, et ensuite 0, 0, 0. E3, ça sera le vecteur qui a 1 à la troisième composante et des 0 ailleurs. EI, c'est le vecteur qui a 1 au niveau de la IM composante et des 0 ailleurs, quoi. Et des 0 ailleurs, en fait. Donc, de telle sorte que quand tu fais Is plus TEI, ça donne quoi? Quand tu fais Is plus TEI, voilà. Quand tu fais T fois EI, tu feras que le T va multiplier juste ici. C'est-à-dire celui qui fait TEI, il aura seulement T ici, en fait. Voyez-vous? Donc, on fait la somme. On aura quoi alors? On aura Is1 ici, Is2 ici. Mais au niveau de la IM composante, on aura quoi? Is-I plus T, tout simplement. Et ça continue, hein, jusqu'à quoi? Jusqu'à Is-N. Voilà. De telle sorte que
Si je dis que je parle de la dérivée dans la direction du vecteur EI, voilà, de J de I, ça serait la limite lorsque t tend vers 0. On avait mis J de t plus EI. Hein. Donc J de I plus TEI. Donc I plus TEI, c'est ça qui est quoi? I1, I2. Donc on écrit jusqu'à quoi? I plus T. Voilà. IN moins J de quoi? J de I1, I2 jusqu'à quoi? Jusqu'à IN sur quoi? Sur T. Voilà. En fait, vous allez remarquer que lors de ce calcul, on a fait quoi? On a gardé les autres composantes. C'est comme si on a laissé IS1, c'est IS1. On a laissé IS2, IS2. Mais ce qu'on a fait varier, c'est la ième composante. C'est-à-dire, on est passé de ISI plus T. Cela rappelle en fait cette expression, quoi. F de ISI plus T moins F de ISI sur T. On sait que quand on prend la limite de ceci lorsque T tend vers 0, ça rappelle quoi? Le nombre dérivé, non? F' de ISI, quoi. En fait, ce qui a seulement varié ici, c'est la composante, la ième composante. On a fait ici plus T et de l'autre côté, bon, il y a un ici quelque part ici. Voilà. Donc, en fait, c'est pour vous dire que ce taux-là, sa limite, c'est ça qui est la dérivée en fait. C'est ça qui est la dérivée de quoi? De J. Par rapport à ici, au point X. Voilà. Donc, c'est ça la définition de la dérivée partielle en fait. Donc, vous voyez que la dérivée directionnelle, dans la direction de EI, de J de X, ça fait la dérivée, voilà, par rapport à ici, quoi, puisque c'est la composante ici qui a varié. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que l'on justifie cette chose-là. Bon, bref. Donc, si nous continuons, nous voyons que, voilà. Donc, quand on était arrivé ici, ceci, on avait le droit de le remplacer par quoi? Par la dérivée de J par rapport à ici. Voyez-vous? Et ici, vous remarquez que c'est un produit scalaire. Quand on fait la somme des HI fois les composantes là, somme des HI, c'est comme somme des HI fois d'autres composantes. CI, par exemple. I allant de 1 à n. Ça sera le produit scalaire de H par quoi? Par C, quoi. C'est le produit scalaire de... En gros, ça, c'est le produit scalaire de H. Le H, c'est lui qui est composé par les HI. Fois ceci. Les composantes là représentent les composantes du gradient, en fait. Pourquoi cela? Parce que, en fait, on sait que H, c'est quoi? C'est H1, H2 jusqu'à quoi? Jusqu'à Hn. Voilà. Et nous savons aussi que le gradient de J en Is, c'est quoi? C'est dérivé de J par rapport à Is1 en Is jusqu'à dérivé de quoi? De J par rapport à dérivé de J par rapport à Isn en Is. Et quand vous faites le produit scalaire, vous aurez H1 dérivé de J par rapport à Is1 plus H2 dérivé de J par rapport à Is2 jusqu'à Hn dérivé de J par rapport à Isn. C'est-à-dire, c'est ça qui est en haut ici, quoi. C'est ça qui est la somme des HI fois dérivé de J par rapport à ici en Is. En gros, on a raison de dire que voilà, cette expression, c'est le produit scalaire en fait. C'est le produit scalaire du gradient de J, nabla fois J, en Is fois H. Voilà. Donc, vous voyez que la dérivée directionnelle a bien un rapport avec le gradient. La dérivée directionnelle a un rapport avec le gradient. Ce qui fera que la condition d'optimalité va s'écrire comment? Comme nous savons que la condition d'optimalité, c'est le fait que le gradient de J en Is est nul. Voilà. Cela est équivalent donc à dire ça. Quoi? Si ceci est nul, remarquez bien que avec cette formule, voyez-vous, avec cette expression, que pouvons-nous dire au final? Comme nous avons ceci. Nous pouvons donc dire que le gradient est nul si et seulement si quoi? La dérivée directionnelle est nulle, quel que soit le vecteur h. Voyez-vous? Donc, c'est ça le rapport entre le gradient et la dérivée directionnelle. Quoi? Il y a un rapport. Donc, récapitulons la situation. Voilà. On récapitule un peu la situation. Nous nous sommes dit que nous voulons ramener le problème a est égal à b à l'optimisation de cette fonction. Voilà. Donc, on veut passer de a est égal à b à minimiser cette fonction. Et nous savons que pour minimiser la fonction j, il faut que son gradient soit nul. C'est ce que nous avons. Il faut que son gradient
en V soit comment? Soit nul. Ça, c'est la condition d'optimalité. C'est la condition pour que J soit optimal. Voilà. Et nous avons vu que cette condition d'optimalité, en fait, est liée à la notion de truc là, de dérivée directionnelle. Parce qu'on a vu que la dérivée directionnelle en H de J au point V est égale à quoi? Au gradient nabla de J de V, scalaire quoi? Scalaire H. Ce qui voudrait donc dire que la condition d'optimalité veut aussi dire, c'est équivalent aussi à dire que quoi? La dérivée directionnelle, voilà, est nulle, n'est-ce pas? Puisque si on veut que ceci soit égal à 0, voilà, ça fait 0 scalaire H, donc on aurait ceci aussi qui est nul, quel que soit quoi? Quel que soit H. Donc, quel que soit H élément de Rn. Donc, les deux conditions sont équivalentes. Si on a optimalité, on a ça. Si on a ça, alors on a optimalité. Voilà. Donc, avec tout ceci, on peut, voilà, constituer un petit exercice que voici. Donc, on considère le système S A is égale à B. On transforme ce problème de recherche de l'unique solution is en un problème d'optimisation de la forme J de is égale à minimisation de J de U élément de V, où J est une fonction à préciser définie sur un espace vectoriel V dont E1, E2, En est une base. Dans le cas où A est une matrice symétrique définie positive, la fonction J est de cette forme. Avec U scalaire V, comme on l'avait dit, défini comme tensorier de U fois V, tensorier de V fois U, U fois tensorier de V, V fois tensorier de U, c'est la même chose. Donner la définition de la dérivée directionnelle. De la forme, la dérivée directionnelle selon la direction du vecteur H au point Is, de la fonction J au point Is dans la direction du vecteur H. On déduit la dérivée partielle de J par rapport à I en fonction de la dérivée directionnelle. C'est une question que nous avons déjà traitée dans les préliminaires. Voilà ce que nous avons dit par rapport à la définition de la dérivée directionnelle. Voilà. Et on a même développé pour voir que c'est la même chose que de dire G' de 0 en posant G de t égale à J de V plus TH, bien sûr. Ensuite, avec ça, on a pu déduire la dérivée dans la direction du vecteur EI en remarquant que quand on fait X plus TEI, on se ramène en fait à une situation comme celle-ci, où les ISI, IS1, IS2 jusqu'à ISN sont constants, sauf que la IM composante change en passant de ISI à quoi? À ISI plus T, ce qui traduit en fait une dérivée partielle par rapport à ISI. Voilà, donc cette limite-là, pas définie, ça qui est la dérivée partielle. Et on a donc conclu que la dérivée directionnelle dans la direction de U, c'est la même chose que la dérivée de J par rapport à ISI en X. Donc c'est ce qu'il faut faire pour cette première question. Voilà. On passe donc à la question suivante. On demande de montrer que le gradient de la fonction J est, voilà, gradient de J en U, ça fait AU moins B. C'est une question, une nouvelle question carrément. Donc, comment faire pour calculer le gradient de J? Nous savons que nous avions dans les préliminaires démontré ceci également. Voilà. Donc, face à cette épreuve, il faut recopier la démonstration que nous avons faite. Voilà, il s'agit de ceci, de tout ceci. Voilà. Donc, vous devez d'abord, pour calculer le gradient, il faut faire le rapport avec la dérivée directionnelle en fait. Sinon, c'est vraiment difficile de le faire. Donc, vous devez faire le rapport. Voilà. Bon, ici, ils ont pris I égale à U, donc vous travaillez aussi avec I égale à U. Hein. Bon, peu importe. Donc, vous reprenez cette partie de la démonstration. Voilà. Donc, moi, je l'écris ici, puisque c'est déjà fait. Donc, je l'écris directement. On a ceci. Donc, on comprend que pour calculer le gradient, on va calculer tout simplement quoi? La dérivée directionnelle. Voyez-vous? Et toujours dans la question 1, comme on avait déjà écrit que la dérivée directionnelle de H, la dérivée directionnelle de J en U, selon le vecteur H, on a vu que c'est G' de 0, n'est-ce pas? Avec G égale à quoi? Avec G, cette fonction-là. G, c'est la fonction J de U plus TH, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons en fait dit. Donc, il faut dériver G en 0. Et pour ce faire, nous allons calculer G tout naturellement. Donc, ici, c'est G de T. Hein. Quand je mets G égale, je vais parler de G de T. Voilà. Donc, on va calculer naturellement G de T et ensuite dériver. Donc, c'est pour cela que j'écris que G de T, en fait, voilà, par définition, c'est J de U plus TH. Donc, l'énoncé nous a donné une expression pour J. En disant que J, c'est demi J de U. Hein. C'est demi de AU scalaire U moins B scalaire U. Ce qui fait que si je veux calculer J de T comme J de U plus TH, il faut remplacer U par quoi? Par U plus TH. Hein. J de U, c'est demi de
AU scalaire U moins B scalaire U. Donc, vous devez remplacer les U là par quoi? Par U plus TH. Vous devez remplacer les U par U plus TH. Hein? U plus TH. Donc, dans ce cas, vous aurez quoi pour J de U plus TH? Ça sera tout simplement égal à demi de quoi? Demi de. Donc, on devait mettre AU, n'est-ce pas? Donc, AU scalaire U. Donc, ici, on va faire A. On remplace U par quoi? U plus TH. AU scalaire U. U plus TH. Donc, demi de AU scalaire U. Maintenant, on avait mis moins B scalaire U. Donc, B scalaire. Ici, U, c'est U plus TH. Hein. On va remplacer les U par U plus TH. Voilà. Maintenant, on développe tout naturellement. On développe l'expression. Donc, on aura ici demi de. Nous calculons. Donc, on aura AU, ici AU plus ATH. Hein. AU plus ATH, ici U plus TH. Donc, on développe en même temps. Hein. C'est un produit scalaire. Le produit scalaire est bilinéaire. Donc, vous aurez demi de AU scalaire U. Voilà, vous aurez demi de AU scalaire U. Ensuite, bon, ce que nous pouvons faire au lieu de développer bêtement, puisque nous savons que notre objectif c'est de dériver G' en 0. Est-ce que vous voyez? Notre objectif c'est de dériver. Donc, quand j'ai G de T en même temps, là, je pourrais quand même dériver tout simplement, quoi. Puisque l'objectif c'est d'avoir G' de 0, vous voyez, non? Donc, je vais dériver G. Donc, je vais dire que G' de T égale à quoi? Je calcule G' de T. Après, on va remplacer T par 0. Hein. Donc, G' de T. On va ensemble dériver. OK? Donc, ici, c'est comme on a un produit. C'est comme on a produit de deux choses, quoi. Vous savez que la dérivée de FG, c'est F'G plus quoi? G'. C'est valable aussi pour le produit scalaire. Hein. La dérivée du produit scalaire de Fg. Ça fait F' scalaire G plus quoi? G scalaire F', quoi. Bon, plus G' scalaire F plutôt. Hein. Plus G' scalaire F. Donc, c'est la même chose ici. Donc, en gros, je dis que je vais dériver d'abord A fois U plus TH. On va dériver par rapport à T. Donc, quand vous dérivez ça, bon, ça va donner quoi? Dérivé de U, c'est 0. Hein. Il n'y a pas T dedans, quoi. Dérivé de TH, ça donne combien? Ça donne H. Plus la dérivé de T, c'est 1. Donc, ça va donner H. Donc, vous aurez ici AH. Donc, vous aurez alors demi de quoi? De AH. Et vous gardez le U plus TH. Vous le gardez comme si de rien n'était. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant dériver quoi? U plus TH. Donc, vous aurez encore demi de quoi? Il faut dériver maintenant U plus TH, comme je l'ai dit. N'est-ce pas? Et vous laissez le premier. Donc, vous laissez la partie A fois quoi? U plus TH. Mais vous dérivez quoi? Vous laissez cette partie A fois U plus TH. Mais vous dérivez U plus TH. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si vous dérivez U plus TH, ça dérivé c'est quoi? Ça fait H, n'est-ce pas? Puisque la dérivée de U est nulle. Dérivée de T, c'est 1. Donc, ça va faire H alors. H. Maintenant, il faut dériver ce gars-là. Dérivée de U plus TH, on avait dit que c'était H. Donc, ça va donner moins quoi? Moins B scalaire U, tout simplement. Donc, ça, c'est G' de T. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est G' de 0, comme je vous l'ai dit. C'est G' de 0 dont j'ai besoin. Pour avoir la dérivée directionnelle, j'ai besoin de G' de 0. Donc, allons-y. Donc, on remplace alors T par 0 ensuite. G' de 0, on remplace T par 0. Donc, vous aurez alors demi de quoi? De AH scalaire U, n'est-ce pas? Ensuite, en remplaçant H par 0, vous aurez ici demi de quoi? Demi de. On remplace H par T par 0, T par 0. Donc, vous aurez ici AU, n'est-ce pas? AU scalaire H. Et on fait moins quoi? B scalaire U. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite remarque concernant les produits scalaires qu'on a. Ouais. Prenons par exemple ce produit scalaire. Ok? Une petite remarque. Parce que nous pouvons simplifier ça. Les deux produits scalaires là, on peut remarquer qu'en fait, c'est les mêmes choses. Pourquoi je dis ça? En fait, on avait dit que le produit scalaire de U et V, c'est quoi? C'est transposé de U fois V. Et je vous disais que c'est la même chose que U fois transposé de V, V fois transposé de U, peu importe comment on fait. Pourvu qu'on met un transposé. Hein? Donc ici, je vais dire que quand j'ai diminué AH scalaire U, c'est... Voilà, donc je commence, je vais transposer AH, donc ça va demi de... Je vais transposer AH, n'est-ce pas? Je vais transposer AH. Donc vous aurez alors transposé de AH fois U. Et ici, je vais transposer quoi? Je vais transposer AU ici. Donc plus demi de transposer de quoi? De AU fois H moins quoi? B scalaire U. Voilà. Maintenant, vous savez que la transposée de la matrice AB, ça fait quoi?
ça va être transposé, la formule c'est transposé de B fois transposé de A. N'allez pas écrire transposé de A fois transposé de B, c'est faux. La transposé de AB, c'est transposé de B fois transposé de A. Ok. Donc ici, on aura transposé de AH qui fait quoi? Donc on aura transposé de H fois transposé de quoi? Fois transposé de A. Maintenant fois U, plus demi de transposé de quoi? On aura ici transposé de U fois transposé de A fois H. Est-ce que vous voyez? Maintenant moins quoi? B scalaire U, lui, c'est quoi? C'est transposé de B fois U. Hein. Transposé de B fois U. Mais U fois transposé de B, c'est la même chose. Ok. Bon, je vais préférer mettre U fois. Qu'est-ce que je dis là? Donc, je disais que c'est transposé de B fois U. Je peux mettre aussi B fois transposé de U. B fois transposé de U. Tout ça là, c'est la même histoire. Mais bon, je voulais quand même avoir B, quoi. Je voulais avoir B, pas transposé de B. Voilà, donc je voulais avoir B au lieu de transposé de B. Donc j'ai préféré mettre B fois transposé de U. Bon, ok, continuons notre affaire. Maintenant, notez que nous sommes dans le cas où A est symétrique. Pour une matrice symétrique, vous savez, la transposée d'une matrice symétrique, c'est elle-même. Voilà. Puisque A est symétrique, la transposée de A, c'est A. Est-ce que vous voyez? Donc ici, quand j'ai transposé de A là, je peux remplacer ça par A. Hein. Transposé de A, c'est A. Donc je pourrais encore écrire ça comme quoi? Demi de transposé de H fois AU. Ensuite, plus demi de quoi? Transposé de U fois quoi? Donc, au lieu de transposé de A, je peux mettre A, H moins B fois transposé de quoi? De U. Maintenant, je vais vous faire une remarque pour vous faire une simplification. Si on prend ceci, c'est-à-dire si on prend transposé de U fois AH, ça donne quoi? Voilà, quand tu prends transposé de U à H, tu peux l'écrire encore comme transposé de U fois AH, comme ceci. Tu vois? Et comme je vous le disais, comme faire transposé de X, Y, c'est la même chose que celui qui dit X transposé de Y, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc je pourrais encore l'écrire comme quoi? Mais tu peux commencer, en gros, tu peux commencer par, voilà, tu peux commencer par AH, quoi. Voilà, quand je dis X transposé de Y, je veux dire que transposé de X, Y, c'est aussi transposé de Y, X, voilà. Est-ce que vous voyez? C'est aussi la même chose. Donc c'est comme ça, là, c'est mon X, et l'autre, c'est mon Y. Donc j'ai transposé de X, Y. En gros, je peux commencer par transposer de AH avant de mettre quoi? Avant de mettre U. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Voilà. Donc, si vous comprenez ça, dans ce cas, je vous l'ai dit, transposer de AH, c'est pas transposer de A fois transposer de H, mais c'est transposer de H fois transposer de A. Ce qui fait que nous allons écrire ça comme quoi? Transposer de H fois transposer de A fois U. Mais la chose est que R est symétrique, donc la transposée de A et A, c'est les mêmes choses. Donc, on peut encore écrire ça comme transposer de H à U, quoi. Est-ce que vous voyez? En gros, j'ai pris ce qui est ici, en fait. Voyez-vous? Et je vous ai démontré que c'est la même chose que ce qui est ici. Transposé de H à U, c'est ça qui est encore ici. Vous voyez, les deux là sont les mêmes, quoi. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est les mêmes choses. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est les mêmes choses, alors j'aurai quoi au final? Voyez-vous? Voilà. Donc, je vais écrire qu'au final, j'aurai G' de 0, c'est ça que je calculais, est égal à. Donc, demi de transposé de H à U, plus encore lui-même. C'est comme si on a fait lui-même deux fois, quoi. Donc, il n'y aura plus demi. C'est on fait demi fois 2. Demi de transposé de H à U, plus encore demi de transposé de H à U. Ça veut finalement transposer de H à U, tout simplement. Donc, vous aurez alors transposé de H à U, moins quoi alors? Donc, moins transposé de B fois U, n'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce que je disais là? C'est B fois transposé de I que j'écris comme ça. Hein. C'est B fois transposé de I. OK? Voilà. Donc, moins B fois transposé de quoi? De U. Moins B fois la transposée de U. Il y a une petite coquille que vous avez sans doute remarqué au niveau du calcul de la dérivée ici. Parce que, bon, en fait, au niveau du calcul de la dérivée, au niveau de la dérivée de B scalaire U plus TH, voilà, la dérivée de U est nulle en fait. Donc, c'est la dérivée de TH qui donne H. Donc, ce qui me restait, c'était quoi? C'était pas U, mais c'était plutôt H. Puisque la dérivée de U, ça va donner 0 de toute façon. Ok, donc vous devez avoir ici B scalaire H. Donc, voilà. Là où on a mis B scalaire U, il faut remplacer par B scalaire H. Voilà, donc B scalaire H un peu partout ici. Donc ici c'est voilà, c'est B fois
B fois transposé de H, hein, B fois la transposée de H que vous écrivez. Voilà. Donc, c'est ce que l'on retient, B fois transposé de H, plutôt, pas B fois transposé de U. Ok, donc vous reprenez les calculs vous-même pour vous convaincre. Voilà, donc, une fois qu'on a ça, B fois transposé de H, je peux encore l'écrire comme transposé de H fois B. De toute façon, c'est la même chose. Ok, B fois transposé de H, je peux l'écrire comme la transposée de H fois B, comme je vous l'expliquais. Ça revient au même. Donc, je pourrais permuter comme ceci, transposée de H fois B. Il n'y a aucun souci. En fait, c'est dans un souci de faire une mise en facteur, quoi. Par quoi? Par la transposée de H. Afin de que ça va transposer de H fois quoi? AU moins B. Voilà, c'est ça l'intéressant. C'est-à-dire que je remarque que, en fait, c'est le produit scalaire de quoi? De AU moins B par quoi? Par H, quoi. On est d'accord, parce que ça consiste à faire transposer de H fois U moins B, bien transposer de AU moins B fois H. Tout ça là, c'est la même histoire. Et je vous disais que G' de 0, c'était la même chose que quoi? C'était la même chose que la dérivée directionnelle en H de J. Bon, en U selon la direction du vecteur H. Et tout ceci, on avait aussi écrit ça comme le gradient de J en U, scalaire H, c'est ça, non? C'était ça. C'est ça donc c'est ça, c'est tout ça là qui est G' de 0 en fait. Et on vient de lui montrer que c'est égal aussi à quoi? À AU moins B scalaire quoi? AU moins B scalaire H. Est-ce que vous voyez? Ceci est valable quel que soit H, hein. En gros, ce qu'on vient de démontrer là, c'est que quand tu prends le gradient de J en U, scalaire H, c'est toujours égal à quoi? Donc ceci est égal à AU moins B scalaire H. Ceci est valable quel que soit H, hein. Quel que soit H. Comme c'est valable quel que soit H, on peut identifier ceci à ceci. Donc d'où, au final, on vient de démontrer que voilà, le gradient de J en U est égal à quoi? AU moins B. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on passe à la question suivante. Quelle est la condition d'optimalité portant sur la fonction J au niveau de l'unique solution X? Bon, on en avait parlé plusieurs fois. La condition d'optimalité, c'est le fait que le gradient de J en X soit nul au niveau de la solution. Ici, il faut que le gradient de la fonction J soit nul. Voilà. Ensuite, on demande d'écrire l'algorithme de la méthode de descente de gradient. Donc, comment se présente cet algorithme? Donc, au vu de ce que nous avons étudié, l'algorithme de la descente de gradient va se présenter comme ceci. En fait, l'algorithme cherche à minimiser la fonction J. Okay? On veut minimiser J de V. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, premièrement, il faut partir d'une valeur initiale. Voilà. Donc, en premier point, il faut donner une valeur à V. Voilà. Une valeur initiale à V. Donc, V0 doit être donné. Voilà. Ensuite, après que l'on donne V0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les vecteurs suivants V1, V2, V3, V4 jusqu'à convergence. Donc, calculer les vecteurs quoi? Calculer les vecteurs V1, V2, V3, voilà, jusqu'à atteindre notre critère de convergence. Okay? Jusqu'à la convergence en fait. Voilà. Donc la convergence, ça peut être un critère d'arrêt. Un critère d'arrêt en disant que peut-être que voilà, la norme de J de V est plus petite qu'un certain epsilon. Voilà. Donc il y aura un critère d'arrêt du genre norme de J de V. Voilà, inférieur ou égal à epsilon, quoi, un critère d'arrêt comme ça. Ok, donc voilà, tant que le critère n'est pas vérifié, on va calculer le vecteur V. Maintenant, avec quoi? Avec une certaine suite. Voilà, avec une suite du genre VK plus 1 égale. Donc, connaissant VK, il faut déduire VK plus 1. Donc, VK plus 1 sera déduit à partir de VK par la relation VK plus 1 égale à VK. Voilà, maintenant, moins une certaine valeur, bon, plus une certaine valeur ρk fois une direction dk. Ρk ici désigne un réel positif. ρk, ce que j'appelle ρk, c'est un réel positif. Ou ρk est un réel positif. Donc, voilà. Maintenant, comment choisir dk? Comment choisir dk? On choisira dk égal à... Voilà, on fait le choix de dk. On choisit dk, l'opposé du gradient de j en vk habituellement. Voilà. Or, comme vous connaissez le gradient de j en vk,
vous savez que c'est AVK moins B. D'après ce qu'on a démontré, on sait que le gradient de J en U, c'est quoi? C'est AU moins B, n'est-ce pas? Donc ceci, l'opposé, ça sera quoi? Ça sera moins A fois VK moins B. Voilà, donc on choisit DK égale à ceci. Donc de telle sorte que finalement, le calcul c'est VK plus 1 égale à VK plus rho K DK, ça devient quoi? Ça devient VK plus 1 égale à VK plus 1 égale à VK moins rho K fois quoi? AVK moins B. Voilà. Donc, c'est ça. En 2, on calcule VK plus 1 égale à ceci. VK plus rho K DK. Bon, je pourrais scinder ça, le point 2 en deux points A et B. Hein. Le point A, voilà, choisir le pas rho K. Voilà. C'est-à-dire la valeur de rho K, il faut la choisir. Alors, on choisit, voilà, calculer le pas rho K. On peut scinder ça en deux. Donc, une fois que tu calcules rho K, maintenant B, on prend DK égale à quoi? On prend la direction DK, comme je l'ai dit, égale à moins gradient de J de VK. Et dans ce cas, VK plus 1 construit avec cette relation. Voilà. En gros, c'est ça l'algorithme de descente du gradient. Voilà. Maintenant, au niveau du calcul de rho K, on peut vouloir faire un choix de rho K qui permet de converger le plus vite possible. Voilà. Donc, c'est-à-dire on pourra se poser la question, comment choisir rho K pour que la méthode converge au plus vite. Voilà. Donc, comment choisir rho K? Ça, c'est une question supplémentaire que moi-même j'ajoute. Comment choisir rho K pour que voilà, la convergence soit optimale. Voilà, c'est-à-dire que la méthode converge le plus vite possible, quoi. Donc, j'avais écrit que la méthode se présente de quelle forme? J'avais écrit que la méthode du gradient s'écrira comme VK plus 1 égale à quoi? Égale à VK moins rho K fois quoi? Bon, plus rho K fois la direction DK, c'est ça. Maintenant, le choix de rho K qui permet d'aller plus vite, c'est celui qui permet de minimiser la valeur de J. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit rho K pour que quoi? Pour que J de VK plus rho K dK soit comment? Soit minimal, quoi. Soit minimal. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, on va choisir une valeur de rho K qui permet de minimiser J en VK plus 1 pour que J de VK plus 1 soit minimal. Voilà. Donc, c'est cette valeur de rho K qui permet d'aller le plus vite possible. On parle dans ce cas de la méthode du gradient à pas optimal. Voilà. Donc, on veut optimiser le pas permettant de vite converger. Voilà. Donc, comme on veut que J de VK plus rho K dK soit minimal, bon, je vais ici poser, posons G de rho K égale, donc G de rho. Voilà. On va définir une fonction G, voilà, définie par G de rho égale à J de quoi? J de VK plus rho fois la direction dK. Je vais vouloir que G soit minimal en rho. Je vais choisir rho pour que G' de rho soit égal à 0. Quoi. Je vais vouloir que G' de rho soit nul en fait. Parce qu'on veut que G de rho soit minimal. Voilà. G de rho minimal donc implique que G' de rho est égal à 0. Je remplace dk par son expression qui est moins gradient de J de VK. Maintenant, je vais dériver G' de rho égale à quoi? Voilà. Donc, on dérive G par rapport à rho. Hein. La dérivée, c'est par rapport à rho qu'on le fait. Donc, G' de rho égale à quoi? C'est la dérivée d'une fonction composée en fait. Quand tu veux dériver f rongé, ça fait G' fois f rongé. Donc, il faut d'abord dériver ce qu'il y a dedans. Par rapport à rho, bien sûr. Donc, quand vous dérivez par rapport à rho, vous aurez quoi? Vous aurez moins, n'est-ce pas? Évidemment. Vous aurez moins, la dérivée de rho est 1, quoi. Donc, vous aurez moins le gradient de J de VK. On est d'accord. Donc, scalaire, quoi? J de... Bon, il faut dériver J lui-même. On est d'accord. Donc là, comme J ici est une fonction à plusieurs variables, la dérivée de J, c'est le gradient qui s'applique à ça. J dépend de plusieurs variables, quoi. J est une fonction à une variable, donc la dérivée de J
je sais que la dérive de f en j, il faut d'abord dériver ce qu'il y a dedans. Il faut dériver j maintenant. Maintenant, la dérive de j, en fait, ça revient à lui appliquer le gradient. Donc, ça fait gradient de j. C'est ça qui est dérivé de j pour moi. Donc, en vk moins rho fois le gradient de j de vk. Maintenant, nous savons que ce qui est dedans, c'est ça qui est vk plus 1. Hein. C'est vk plus 1 qui a été défini comment? Comme vk plus rho k dk. Bon, donc, c'est vk plus 1 qui est vk plus rho dk. Donc, ceci, c'est vk plus 1, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci, c'est vk plus 1. Ce dk, c'est ça qui est le gradient de j moins le gradient de j en vk. Hein. Donc, ok. Autrement dit, g' de rho, c'est finalement quoi? Moins, voilà, le gradient de j en vk fois le gradient de j en quoi? En vk plus 1. Donc, il faut résoudre g' de rho égale à 0 pour trouver rho. C'est la valeur de rho qui m'intéresse. Donc, je pose alors g' de rho égale à 0. Cela équivaut donc à dire que quoi? Le gradient de j en vk fois le gradient de j en quoi? En vk plus 1. Donc, ce produit scalaire, en fait, est égal à quoi? Est égal à 0. Mais en fait, nous avons déjà calculé le gradient. Nous savons déjà que le gradient de j en u, c'est quoi? Nous avons déjà que c'est AU moins B. À la question 2, on avait déjà fait ça. Donc, quand on parle du gradient de j en vk, on sait que c'est quoi? Il s'agit de A vk moins quoi? Moins B. On est d'accord. Et le gradient de j en vk plus 1, autrement, on va remplacer u par vk plus 1. Donc, vous aurez là-bas quoi? A vk plus 1 moins quoi? Moins b. Donc, ceci est égal à 0. C'est un produit scalaire qui les lie. Hein. Donc, voilà, on y va. Maintenant, la chose est que vk plus 1, on connaît. D'après la méthode du gradient, on sait que vk plus 1, c'est quoi? On sait que vk plus 1, c'est vk plus le rho fois dk, n'est-ce pas? Donc, ça serait ici vk plus quoi? Rho dk moins b. Voilà. Et avk moins b, c'est quoi? Avk moins b, on sait que avk moins b, c'est le gradient. Avk moins b, c'est ça qui est le gradient, non? Le gradient, en fait, je rappelle qu'on avait choisi dk égale à quoi? On avait choisi dk égale à moins gradient de j en quoi? En vk. C'est-à-dire que le gradient de j en vk, c'est moins dk, quoi. Ok, donc je pouvais remplacer ici par moins dk en même temps. C'est moins dk. Que je pourrais le remplacer ici. Moins dk. Voilà. Donc on a moins dk scalaire ceci, moins dk scalaire ceci. Donc vous développez ça en moins dk. Ici on va développer. Vous aurez avk moins b. Je réécris. Avk moins b. Maintenant il aura quoi? Rho dk égale à 0. Hein. Faut pas oublier. Égale à 0. Égale à 0. Donc on sait que avk moins b, c'est quoi? C'est le gradient. Avk moins b là. Alors on peut écrire ça comme moins dk fois quoi? Avk moins b, c'est le gradient de j en quoi? En vk. Plus rho dk qui donne 0. Voilà. Maintenant, ce gradient là, on sait que c'est moins dk, n'est-ce pas? Je l'avais dit. Donc c'est moins dk plus ici rho fois dk. Ok. Bon, il y a un truc qui nous a échappé dans le calcul. On a avk moins b. Ici, c'est a rho dk. Hein. Quand j'ai mis plus rho dk là, a devait multiplier la chose. Donc, ici, c'est a rho dk plus a fois rho fois dk. Donc, ici, on a plus a fois rho fois dk. On est d'accord? Donc, je mets plus a rho dk égale donc à quoi? À 0. Et on calcule le produit scalaire. Donc, vous aurez ici dk scalaire dk. C'est un produit scalaire qui est dit. dk scalaire dk, c'est la norme de dk au carré. On est d'accord. Donc, vous aurez une norme de dk au carré. Ici, moins quoi? Vous aurez moins dk. Bon, moins dk scalaire quoi? Scalaire a fois rho fois dk égale à 0. Voyez-vous? Donc, c'est rho qui m'intéresse. Hein. Rho est un réel, lui. Bon, comme rho est un réel, je pourrais donc écrire ça comme norme de dk au carré moins quoi? Rho fois. Donc, j'aurai le produit scalaire de quoi? De dk par qui là? Donc, le produit scalaire de dk par adk. Hein. Le rho là, je le mets en fait. Donc, il va rester ici dk et ici adk. Donc,
A de K égale à quoi? Égale à 0. Donc, vous voyez que je peux tirer le row. Voilà, bon. Donc, en gros, pour optimiser, il faut choisir le par row à chaque étape. Choisir row égale à quoi? Choisir row K égale à... Donc, ça serait la norme de ça là au carré divisé par ceci. Donc, ça serait la norme de quoi? De dk au carré divisé par le produit scalaire de dk par quoi? Par a dk. Donc, voilà, pour que la méthode converge le plus vite possible, il faut choisir un pas égal à ça. Donc, ce qui nous permet de créer la méthode de descente de gradient optimale en faisant ce choix de Roca. Donc, nous essayerons de reprendre tout ce qui a été fait afin de mieux comprendre et cerner le problème. On se dit à la prochaine.